conseillère emploi-formation à Uniformation depuis 2001. Et aujourd'hui rattachée à Uniformation Est, c'est-à-dire basée à Dijon, qui couvre donc Bourgogne et Franche-Comté. Cela dit, ce qu'on pratique à Uniformation Est, c'est ce qu'on pratique au niveau national, et normalement c'est ce que pratiquent aussi les autres OPCA. Donc je vais pouvoir vous parler sereinement, j'espère, de toute la partie administrative en lien avec la formation ouverte et à distance. Je vais essayer de rendre ça un peu vivant et sympathique, parce que dès qu'on parle de formalité administrative, c'est pas forcément fun. Voilà, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. J'ai entendu certains me demander si on allait parler financement. Bah, c'est un peu sous-jacent, hein, mais je pense que ça ne vous a pas échappé que le rôle des OPCA demain, ça va plus forcément être de financer. Donc du coup, si on parle un peu de l'avenir, je ne vais pas axer toute mon intervention sur les financements. Mais bien sûr, si vous avez des questions, je pourrais y répondre, si ça veut bien se connecter. Je peux aussi vous envoyer le support voilà, après par mail, sans problème. J'ai même quelques supports papier pour ceux qui voudraient repartir avec quelque chose. Voilà, donc je vais commencer, tant pis si ça se connecte difficilement, mais c'est normal, c'est mon ordi à moi, on travaille en session virtuelle. Donc c'est le temps que la session se charge, donc on verra bien combien de temps ça peut mettre. Je vais partir de choses très généralistes. Vous m'arrêtez si vous trouvez que c'est trop long et trop déjà vu pour vous. Je ne sais pas ce que vous avez abordé au séminaire précédent, ces précédentes journées, donc du coup n'hésitez pas. Non mais sur l'administratif, mais sur la FOAD en général. Pratique pédagogique, d'accord. Donc la FOAD déjà, il faut savoir ce qu'elle recouvre. Hein. On parle aujourd'hui de formation digitale, mais la formation digitale, c'est qu'une petite partie de la formation ouverte à distance. Donc la FOAD, c'est bien sûr toutes les formations qui se font via des outils e-learning, donc la formation digitale en fait partie. Tout ce qui est classe virtuelle, donc là c'est la partie la plus simpliste ou la plus directe de la FOAD. La classe virtuelle, c'est vous êtes à distance, le cours se déroule comme si vous étiez en présence. Les cours et formations par téléphone, et puis les cours par correspondance. Donc tout ceci, en tout cas classe virtuelle, cours formation par téléphone et cours par correspondance, ça existe depuis assez longtemps. La vraie nouveauté quand même et le vrai virage, c'est tout ce qui est formation via outils e-learning. Alors la FOAD a deux spécificités majeures. À chaque fois que je vous parle en fait des spécificités, c'est que les démarches administratives derrière en découlent. Hein. C'est pas pour rien. Le déroulé a une logique. Donc la première spécificité, c'est qu'elle peut s'effectuer tout ou partie à distance. Mais ça, je pense que ça ne vous avait pas échappé. Le tout ou partie a du sens dès lors qu'une formation a une partie, intègre une partie en FOAD, elle doit répondre aux règles de la FOAD en matière de pièces administratives. Donc du coup, même si vous décidez de mettre 5 heures, 10 heures, 12 heures sur un cursus qui fait 600 heures, ça vous engage pour tout le cursus. La deuxième spécificité, c'est qu'elle peut s'effectuer en dehors de la présence des personnes chargées de l'encadrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'encadrement, ça veut dire que l'encadrement peut être asynchrone, soit synchrone, soit asynchrone. Et puis surtout, cette FOAD, elle a des complémentarités possibles que vous connaissez déjà, avec de la formation présentielle, on peut combiner le à distance et le présentiel comme je disais tout à l'heure, et puis avec de la formation pratique. Voilà. Est-ce qu'à ce stade vous avez des questions? Non? Ah. Je tente quelque chose. Non. Oui. Ça a fonctionné. Partager l'écran, je pense.
fermé la visibilité. Essaye de partager l'écran. C'est ça non. On n'a pas la main dessus. C'est session actuelle, c'est bien. Ah, attends, je vais le faire là. Ah putain, je suis chier. Tout projeté. Alors là, Et après, quand je retourne sur ma session, c'est fait. deux petites box musique, des fois déconnectées. Autrement, je vais le faire à l'ancienne, j'ai une clé USB, je vais. C'est bon. Bah non, parce que je sais pas, ma session s'est déconnectée. Donc, comment faire ça? On aurait dû rester à la petite salle là-bas, on était bien. Ça marchait, c'était top. Je vais mettre la clé USB, je vais faire la session virtuelle. Ouais. Voilà. Allons-y. Donc, tout ce que je viens de vous raconter dans les premiers slides. Et nous passons au cadre réglementaire de la formation ouverte à distance. Alors, elle répond, cette formation, au même cadre réglementaire qu'une action de formation classique. Donc, un programme préétabli, des objectifs déterminés, définition du niveau de connaissance préalable requis, mobilisation de moyens pédagogiques, de techniques et d'encadrement, et mobilisation des moyens qui permettent de suivre l'exécution et d'apprécier les résultats. Voilà, donc ça, on est sur la formation habituelle. Déjà, quand on est sur le cadre d'une formation habituelle, tout n'est pas forcément fait. Ça l'est quand on est, en général, quand on est sur un cursus qualifiant ou diplômant, ça ne l'est pas forcément quand on est sur une formation plus courte et qui ne débouche pas sur une qualification. On ajoute à ça, quand on est dans le cadre d'une action qui est tout ou partie en FOAD, le fait que le programme doit préciser en plus la nature des travaux demandés aux stagiaires, bien sûr, et bien sûr le temps estimé pour les réaliser. Parce que quand on est sur une formation à distance, on n'est pas sur un temps prescrit de formation, on peut être sur un forfait. Et d'ailleurs, cette logique de forfait, elle a été appuyée, encouragée par la loi El Khomri, qui permet d'avoir une approche parcours. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le coût d'une formation, vous pouvez intégrer le positionnement, l'évaluation, l'examen, vous pouvez tout intégrer. Donc, on peut être sur une logique de forfait, pas forcément sur un nombre d'heures prescrit. Les actions FOAD nécessitent qu'on précise un peu plus les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences qui sont à distance. Et puis bien sûr, et c'est le point principal, quels sont les moyens d'organisation, d'accompagnement, d'assistance pédagogique et technique mis à disposition du stagiaire. Une hotline n'est pas considérée comme une assistance pédagogique.
Je le dis parce que parfois, le simple fait qu'il y ait une hotline, certains prestataires pensent que ça suffit. Mais la hotline, c'est juste pour le problème technique. Est-ce que je sais bien me connecter? Est-ce que j'ai bien accès au contenu? Est-ce que j'ai bien... Voilà. Alors, pour ceux qui pratiquent la formation à distance depuis longtemps, la notion de regroupement, qui était une notion obligatoire jusqu'à 2014, pour pouvoir rendre la formation éligible au financement, n'est plus une notion existante. Il n'y a plus nécessité à ce qu'il y ait des regroupements physiques. À condition qu'il y ait d'autres moyens autour, hein, bien sûr. Alors la FOAD, elle revisite deux notions clés. La notion de formateur et puis la notion de durée. La notion de formateur, je pense que l'évolution du métier ne vous échappe pas dans ce contexte-là. Bien sûr, le formateur reste au cœur du dispositif, sauf qu'aujourd'hui, il a une multitude d'autres rôles. Il peut être scénariste pédagogique, ce qu'il était déjà, mais en back-office en général, pas au moment du face-à-face. Il est facilitateur, il est tuteur, accompagnateur, animateur. Mais tout ça, il l'était déjà. Mais pas forcément sur des temps dédiés de face-à-face. Et pas en ayant forcément conscience. Et en tout cas, les rôles dits secondaires dans des formations classiques deviennent les rôles principaux dans ces formations à distance. Le tutorat, notamment. Toujours pas de questions? Des remarques? Non? L'autre notion clé, c'est la notion de durée. On n'a pas forcément les repères habituels, c'est de 9h à 17h, chacun y marche par demi-journée, on n'est plus forcément là-dessus. Et c'est la notion que j'évoquais tout à l'heure sur la durée effective et la durée estimée d'une formation. Et la durée totale, elle intègre tout ce qui concourt en tout cas à la tentative de réussite à l'examen quand on est sur un examen. Je fais un aparté sur ces deux notions et leur rôle fondamental, certes dans la FOAD, mais aussi dans le paysage modifié qui s'annonce de la formation professionnelle, et notamment pour les organismes de formation, les prestataires de formation. La loi qui s'annonce là définit clairement des financeurs différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, pour faire simple, et j'imagine dans vos stagiaires, vous avez les financements issus des fonds publics, régions, Pôle emploi, et puis vous avez les financements, alors il y a parfois quelques autofinancements des parents sur la formation initiale, pour leurs enfants, et puis les financements OPCA. Demain, les entreprises de plus de... Alors on ne sait pas trop si c'est plus de 11 ETP ou si c'est plus de 50. Si c'est plus de 11 ETP, ces entreprises-là ne passeront plus par les financements OPCA. Ça veut dire qu'elles seront dans un achat de prestations, comme elles achètent des rouleaux de scotch, elles achèteront de la formation. Donc, alors, je parle pour leurs salariés, hein, on est d'accord. Donc ça veut dire que le contrat de base et tout ce que vous pourrez mettre dans la balance en matière d'accompagnement, de suivi, etc., sera primordial. Et puis il y a aussi tous ceux qui achèteront la formation en toute autonomie. Si vous avez entendu parler de l'évolution du CPF, monétisé, ça se joue entre le bénéficiaire direct et vous, hein. Il n'y a plus d'autres intermédiaires. Et là, moi j'ai envie de dire, vous allez rentrer dans le champ de la concurrence. On est sur un achat de prestations classique. Voilà. Donc le contrat, j'y viens derrière, hein, sur la notion de contrat avec le bénéficiaire de la formation, ça prend un poids énorme. On n'est plus sur la classique convention de formation avec tout le temps les mêmes articles et tout le temps les mêmes modalités et ça roule. Hein. On sera plus là-dessus, je pense. Voilà. Il y a un enjeu stratégique pour vous à identifier où sont vos publics aujourd'hui, mais ça je pense que vous savez identifier, mais où seront vos publics de demain? Est-ce qu'ils émergent? À quelle casse financière ils vont émerger? Je parle de plus de 11 salariés, mais la plupart des structures en ont moins de 11. Ouais, mais la tendance est au regroupement quand même, hein, sur plein de choses. Alors les moins de 11, ça reste les OPCA, par les opérateurs de compétences. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que
on est sur la 4e marche de la disparition des fonds mutualisés des OPCA. C'est-à-dire qu'il reste encore les moins de 11, mais demain, il est possible qu'il n'y ait plus du tout les moins de 11 gérés par les OPCA en matière de financement. Et puis en plus de ça, on ne sait pas du tout quel volume financier ça va recouvrir, puisque le versement de la contribution sera fait à l'URSSAF. L'URSSAF va nous redonner un volume financier, on ne sait pas sur quels critères, et c'est pas sûr du tout qu'on puisse financer tous les besoins des structures d'animation et de sport en matière de qualification. Donc après, dès que ça passe plus par nous, dès qu'on a un achat direct, ben on rebascule comme pour les plus de 11. Ce qui veut dire qu'une entreprise, elle n'aura plus la retenue pour la formation continue si elle a... Si, elle paye, sauf qu'elle n'a plus droit à rien en matière de fonds mutualisés. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'elle va verser... Alors, ce qui va peut-être vous sauver, vous, très certainement, c'est que l'alternance est toujours gérée par les opérateurs de compétences. Et l'alternance, demain, va mixer contrat de pro-apprentissage. Donc ça, c'est des modalités qui peuvent perdurer. Cela dit, ce n'étaient pas les modalités financières les plus favorables en matière de départ en formation. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait un BP dans le plan de formation d'entreprise avec un financement OPCA est beaucoup mieux financier que celui qui le fait en contrat de pro. C'est essentiellement la période de professionnalisation qui va être touchée. Oui, elle n'existera plus, effectivement. Donc ce qui veut dire que pour partie, dans les formations CREPS, on a un gros volume BPGEPS, on est plutôt sur la formation initiale. Oui. A priori, ça peut être un peu moins impacté. Oui. La vraie réflexion, elle est sur les DE et les DES qui sont les Bac plus 2, Bac plus 3. Oui. On a beaucoup de volume, on est plutôt sur des gens qui n'arrivent pas en formation initiale, mais c'est une poursuite de cursus, et là qui était financé sur les périodes de professionnalisation. Oui. Là, ça bascule CPF, clairement. Voilà, donc là c'est un peu plus compliqué, je pense, du point de vue du modèle économique de Oui. formation. Oui. En tout cas, vous serez impacté fatalement, en fonction du poids de vos publics aujourd'hui. Si vous avez essentiellement de l'alternance, il y aura un gros frein, je pense, en 2019 quand même. Puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui va faire quoi et comment. Du point de vue de l'alternance, là où aujourd'hui on est aussi un peu impacté, c'est qu'on fonctionne aujourd'hui sur une carte des formations ouvertes à l'apprentissage. Oui. Donc des choses qui sont très figées, et j'allais dire figées pour 2 ans, parce qu'il faut le poser, que ce soit reconnu, etc. Si j'en ai compris, cette notion de carte de l'apprentissage risque d'exploser. Oui. Et en gros, tout jeune de moins de 30 ans, parce qu'on est encore jeune à 30 ans, je sais bien, qui souhaiterait faire une formation professionnelle et qui souhaiterait la faire en alternance pourrait faire valoir ce droit, si j'ai bien compris. Et là, ça veut dire aussi qu'il y a des volumes de personnes qui vont vouloir faire des formations en alternance dans le cadre de l'apprentissage qui vont exploser. Donc comment est-ce qu'à un moment donné, le fonds va pouvoir alimenter ce volume d'apprentissage? C'est bien pour ça que je dis qu'il va y avoir un gros frein en 2019. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des questions... on ne sait pas déjà si réellement les opérateurs de compétences que nous devrions être l'année prochaine vont avoir les mains complètement libres sur l'alternance. Puisqu'il y a quand même le lobby des régions et le lobby des CFA, entre guillemets, derrière. Et je pense que chacun ne va pas lâcher son morceau comme ça. Voilà. Donc, moi, j'ai pas d'analyse aussi poussée que celle que vous venez de faire, parce qu'il y a trop d'inconnus, je pense. Mais en tout cas, la seule chose que je peux vous dire avec certitude, c'est d'estimer le poids de vos publics, et puis bien être en veille sur les modalités financières qui sont adossées à chacun des publics. Si vous avez beaucoup de DE aujourd'hui, effectivement, il y a quand même un risque sur le mode de contractualisation, et puis avec qui je contractualise surtout. Aujourd'hui, vous étiez avec l'employeur directement. Demain, l'employeur n'ayant plus de ressources financières, et surtout les employeurs de plus de 11 ETP, en tout cas dans un premier temps, n'ayant plus de ressources financières avec le ROPCA, on est sur de l'autofinancement, et donc du coup la stratégie de l'employeur, ça va être de faire en sorte que le salarié mobilise son CPF. C'est vrai que dans le champ sport, la plupart des entreprises sont des petites entreprises. Pas toutes quand même, il y a des groupements d'employeurs. Alors, les groupements d'employeurs, effectivement, peuvent être impactés. Peut-être que le champ jeunesse est encore plus impacté, parce que oui, tout ce il y qui a plus de structures de plus grosses. Il y a de grosses structures, et puis... Enfin voilà. Les travailleurs indépendants. Alors, les travailleurs indépendants seront les premiers à vous faire basculer en champ de la concurrence.
de vie. Alors, je racontais une anecdote tout à l'heure en off. Je vous donne la parole juste après. Il y a un prestataire aujourd'hui qui délivre le CAP pâtissier en formation à distance et qui garantit soit réussite, soit remboursement. Voilà. Pâtissier à distance, ouais, c'est bien. Hein, enfin, c'est pas que à distance, j'imagine. J'imagine. En tout cas, soit réussite, soit remboursement. Sûrement. Oui, madame? Oui, je reviens sur le constat que le CPF devient central. Donc effectivement, c'est de longue date un peu visible. Mais par contre, moi, ce qui me questionne, c'est le glissement donc, de l'unité de calcul du CPF, puisque c'était en heures et apparemment ça va plus être en heures. Et un autre questionnement, c'est le volume que ça représente, parce que sur des formations en alternance, on est sur des financements quand même conséquents. Et moi, de ce que j'en observais jusque-là, le CPF, c'est quand même assez microscopique. Alors, il y aura 3 CPF. Il y a 3 CPF qui s'annoncent. Il y a le CPF transition professionnelle qui va remplacer le congé individuel de formation. Où là, il semblerait qu'on soit sur des volumes d'heures beaucoup plus importants que ce que permet le CPF sur les simples droits accumulés annuellement. Mais on ne sait pas trop comment ça va s'organiser encore. Il y a le CPF hors temps de travail, où là, c'est l'individu directement avec son CPF monétisé, c'est pour ça qu'on ne parle plus d'heures. Il aura de l'argent, donc il vient vous voir directement, et là vous rentrez dans le champ de la concurrence, c'est là où vraiment. Et puis il y aura le CPF sur temps de travail, qui devrait encore être confié, la source de financement devrait encore être confiée aux OPCO, opérateurs de compétences. Voilà. Mais je ne parle qu'au conditionnel. Oui, oui, je comprends. Merci. Juste une question, quand est-ce que vont être clarifiés? Est-ce que vous avez une idée à peu près du calendrier, de la clarification de tout ce qu'on se dit là? Alors oui, c'est passé en Conseil d'État une première fois, ça a été retoqué sur, je ne sais plus quelle partie, la partie de gestion de la Caisse des dépôts, des consignations, gestion du CPF par la Caisse des dépôts et des consignations. Ça a été modifié, ça a été validé ou c'est en passe de l'être au Conseil d'État. Ça passe au Conseil des ministres début mai, je crois. Après, on est sur le calendrier parlementaire, Assemblée, Sénat. On devrait avoir un projet de loi qui sortirait fin août, début septembre, et des décrets derrière, avec une application au 1er janvier 2019. Selon un calendrier d'étalement quand même des mesures. C'est-à-dire que par exemple la collecte, l'URSSAF a déjà dit qu'elle n'était pas prête pour janvier 2019 à collecter les contributions 2018. Voilà. Pas avant 2022. Donc du coup, comme il n'y aura plus d'opérateurs d'OPCA au 1er janvier 2019, qui va collecter? Enfin, on sait déjà que la collecte 2018, ce sont les OPCA qui vont la faire. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça va se dérouler sur les projets 2019. Pour l'instant, on est encore dans une posture où on finance, on accepte les dossiers pluriannuels. Donc, toutes les formations qui commencent en septembre, là, les demandes d'aide financière, quand ça passe par les employeurs, il faut que ce soit fait au plus vite. Donc, n'hésitez pas à sortir votre vie, à sortir des calendriers, voilà, même si ce n'est pas défini, calé, etc. Parce que je pense que bientôt, on va nous dire de couper les robinets sur les formations pluriannuelles. Puisqu'on ne sera pas là pour les gérer jusqu'au bout. Donc, et puis bien sûr, comme tout le monde va se précipiter, on risque d'être en rupture de fonds assez rapidement aussi. Ce qui ne nous est pas arrivé depuis longtemps quand même. Hein. Comment on pourra financer les actions collectives de formation? Quel est un dispositif qui est par exemple qui va prendre le relais? Vous savez déjà, vous avez des pistes là-dessus? Quand on sera sur des moins de 11 ETP, j'ai envie de dire, tout naturellement, les OPCA devraient avoir la source financière. Mais quand le problème des actions collectives, c'est que ça mixe des filières différentes, ça mixe des publics différents, ça mixe des entreprises de taille différentes. Donc je ne sais pas vous répondre. Je ne sais absolument pas vous répondre. Toute cette logique collective, en tout cas, elle ne prédomine pas dans le cadre de la loi. Hein. C'est une approche purement individualisée. Quand vous commencez à donner la main aux gens sur un volume monétisé de leur CPF en disant débrouillez-vous pour acheter tout seul, il n'y a que l'employeur qui pourra encore avoir une approche collective au sein de son entreprise, et encore
Et encore, puisque l'outil clé de l'employeur en RH pour trouver des sources de financement, ça va être l'entretien professionnel. Où c'est là où il va pouvoir dire aux salariés, ben, moi je suis d'accord avec le projet, mais si vous voulez, c'est votre CPF que vous mobilisez, si vous voulez partir en formation. Donc l'approche collective, même au sein des employeurs, pour l'instant, elle est un peu mise à mal. Hein. Donc je ne sais pas vous répondre. En tout cas, les opérateurs de compétences, je pense qu'ils seront aussi là pour aller chercher des fonds publics. On avait lâché le FSE, je pense qu'il va falloir qu'on y retourne. C'est pas forcément de gaieté de cœur, mais voilà. Je ne sais pas vous répondre mieux, je suis désolée. Juste, vous parlez de pluriannuel. Oui. On est sur la durée de formation ou on est sur une formation qui commence en septembre d'une année et qui se termine en juin de l'année suivante? Non, on est sur la durée totale de la formation. En tout cas, aujourd'hui. Donc, des formations de plus de 12 mois. Oui. Et sur une même qualif. Hein. Oui. Oui, voilà, par exemple. Quand vous êtes sur une même qualification, lorsque ce sont des formations biqualifiantes. Non, c'est le même diplôme, parce qu'elles attendent des BPGEP sur 2 ans. Oui, oui, mais tu peux faire un BPGEP, on a un sport co, plus une activité physique pour tous. C'est une convention unique. Oui, mais c'est une convention, une formation unique. Donc c'est une formation. Voilà. Mais, encore une fois, ce que je vous dis là aujourd'hui, si ça se trouve, lundi, on va me dire, c'est fini, on n'engage plus le pluriannuel. Voilà. Ça, c'est après... Non, mais j'exagère, je force le trait, mais voilà, ça peut bouger à tout moment, c'est sûr. Donc, dans tout cet environnement-là, la notion de formateur et de durée de formation est essentielle, mais aussi tout ce qui concerne l'évaluation en amont de la formation. Donc, bien sûr, le niveau global de la personne, ses compétences numériques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur du digital, notamment, sa détermination, son autonomie et sa rigueur, parce que si vous ne jugez pas de ça, et que derrière vous devez garantir le résultat, et que la personne que vous avez en face de vous n'est ni déterminée, ni rigoureux, ni autonome, ça va être compliqué, quoi. Les ressources dont elle dispose pour mener à bien son projet, donc les ressources, ses propres ressources, et les ressources que vous allez lui mettre à disposition. Et quand on parle de ressources aussi, et c'est là où, à mon avis, aujourd'hui, vous ne mettez pas trop les mains parce que c'est pas forcément bien de mettre les lois, mais c'est tout ce qui concerne l'environnement familial. Est-ce que la personne qui viendra vous voir, elle est portée par un projet en lien avec son poste? Est-ce que son employeur la soutient? Est-ce que c'est quelqu'un qui a 10 enfants en charge? Encore une fois, je force le trait, et qui n'aura aucune autonomie pour travailler sa formation, enfin, aucune marge de manœuvre pour travailler sa formation. Ah, voilà, il y a tout ça. Puis bien sûr tous les prérequis classiques, habituels, dans le cadre de vos formations diplômantes. Oui. Excusez-moi, je me suis absenté quelques instants. Moi, je travaille dans ce domaine-là avec des athlètes de haut niveau. Oui. Qui préparent les Jeux Olympiques, donc en 12 mois, c'est impossible de faire une formation. Oui. Moi qui fais 18 mois, oui. Encore quelques fois, c'est deux formations parce que. Donc les ressources, quelquefois ils n'en vivent pas, hein, pour être très clair, c'est ce côté-là. Donc, je sais pas, juste avant on disait qu'il fallait mieux aller sur 12 mois que sur 18 mois, où le public peut avoir une caractéristique qui fait que vous accepteriez que ce soit des formations sur 18 mois. Alors ce dont je parlais tout à l'heure, c'est juste un point conjoncturel qui dit que comme les OPCA n'auront plus de fonds l'année prochaine, s'il y a des projets pluriannuels à passer, c'est maintenant. Et ça n'a rien à voir avec la modalité pédagogique de la formation. Voilà. Merci. Bien sûr que la modalité pédagogique, c'est vous qui la déterminez, et encore plus demain où vous allez être dans une relation bilatérale avec l'apprenant. Voilà. Donc bien sûr que vous allez devoir coller aux besoins de la personne. Et c'est là toute la complexité pour vous, parce que si aujourd'hui dans vos sessions, quand même, vous avez des gens qui ont des profils à peu près identiques, si demain il y a quelqu'un qui vous dit, et notamment avec le CPF, moi je veux l'UC1 seulement, moi je veux l'UC3 seulement, moi, un peu ça c'est déjà permis par la loi, puisque la loi El Khomri prévoit que les diplômes et les qualifications soient découpés, morcelés, et que chaque UC soit inscrite en bloc de compétences au RNCP. Donc du coup, ça devrait déjà être possible. Voilà. Mais comment remplir des sessions quand on a 25 inscrits à l'UC1 et 3 à l'UC3? Je sais pas. Est-ce que dans ce cas de figure, une formation pourrait dire on finance l'année prochaine, mais pas la deuxième année sur une formation en 2 ans? Par rapport à le point conjoncturel du moment, ben, c'est pas dans nos pratiques que de mettre dans l'incertitude et la précarité les stagiaires et les...
Donc j'espère qu'on fera pas ça. Parce que c'est à moitié satisfaisant quand même. Mais c'est mieux que rien du tout. Le premier euro, c'est mieux. Ouais. C'est le problème qu'on a avec Pôle emploi qui finance plus sur les AIF les BJAPS parce qu'ils sont déjà 3 000 euros. Du coup, ils financent zéro. Bah, peut-être on aura une posture différente en fonction de la taille de l'entreprise concernée et du dispositif mobilisé. Si c'est la période de pro, à mon avis, on n'engagera rien du tout. Mais là, je parle sans savoir. Hein, je veux dire, parce que ce serait d'autant plus intéressant que, comme vous dites, les UC sont des blocs de compétences. Oui. Donc, vous pouvez très bien vous engager à financer qu'une partie de la totalité de la formation qui couvre quelques blocs de compétences. Est-ce que vous avez inscrit toutes vos UC au RNCP de manière indifférenciée? Donc on n'a pas le droit de le faire. Ah, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est que ce soit le ministère qui inscrive les UC. Oui. Aujourd'hui, si on engage la période de pro 2018, pour une UC qui se déroulera en 2018, il faut que l'UC soit inscrite au RNCP de manière autonome. Mais bon, peut-être ce point-là de la réglementation va évoluer, hein, parce que le boulot, il n'y a pas que chez vous qu'il n'est pas fait. Hein. En fait, les EF ont été tellement accaparés par Datadoc l'année dernière que cette partie-là, elle n'a pas du tout été menée et mise en œuvre. Donc peut-être que, encore une fois, je fais des suppositions, ou c'est peut-être même des souhaits de ma part, peut-être qu'on va décider demain que les qualifs, de fait, toutes les unités, tous les blocs de compétences des qualifications, portés par des ministères, notamment, mais aussi les branches, sont de fait inscrits au RNCP. Ce serait quand même logique, quoi. Mais bon. On va en parler. Ah, vous allez en parler au ministère, oui. Ils sont là, c'est l'occasion. Donc voilà pour l'évaluation. J'imagine que vous aviez identifié que c'était un point clé des formations. Oui, non? Donc l'évaluation, c'est la base de la contractualisation avec l'individu lui-même. Et la dimension d'évaluation n'est possible qu'en référence à ce document contractuel. C'est-à-dire si vous évaluez et que vous ne mettez pas les choses sur le papier, ben, au moment de regarder où on en est, et notamment au moment de l'accompagnement et du suivi, comment juger que tout se déroule comme c'était prévu. Donc il faut poser les choses par écrit. Donc, sur l'accompagnement et le suivi, dès lors qu'on est sur une formation individualisée, l'accompagnement et le suivi, c'est le fil directeur. Ce sont les points prévus pour voir si tout se déroule comme c'était prévu. Les phases de réévaluation du dispositif sont nécessaires si il y a nécessité d'ajuster. En gros, vous aviez prévu au départ que la personne, son forfait horaire serait de 600 heures. Et puis au final, comme les prérequis ont pas changé, puisque les prérequis ça ne change pas, mais la personne avait un peu sous-estimé ou surestimé ses compétences numériques ou son autonomie, et du coup, il faudra peut-être ajouter des heures. Alors ça, je ne sais pas comment l'alternance va le gérer d'ailleurs. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parliez du 9,15 € de l'heure, ben, demain, si on est sur des forfaits horaires, on sera peut-être sur des forfaits financiers aussi. Les modalités d'assistance pédagogique devront être déterminées de manière très précise, puisque c'est ça qui donnera toute la valeur à l'accompagnement et au suivi. Mais on n'est pas sur des nouvelles dimensions, encore une fois. Hein. Tout ça, vous le faites déjà, mais c'est la manière dont vous allez le faire qui va probablement changer. Alors, les formalités administratives, on y arrive, et elles découlent en fait de toutes les dimensions abordées juste avant. Dans le cadre d'une FOAD, dans la convention de formation, il y a des mentions obligatoires. Donc, je vous ai rappelé sur le premier point les mentions classiques, quelle que soit la nation de formation. Et puis, les mentions spécifiques dans un deuxième temps, quand on est dans le cadre de la FOAD. Et là où il faut être vigilant, c'est sur les séquences d'apprentissage.
À distance, bien sûr. Bien sûr, tout ce qui est moyens pédagogiques et techniques, et ça c'est pas nouveau. Quand vous êtes sur de la sous-traitance, vous êtes garant quand même de tout ce qui se déroulera. Donc vos contrats de sous-traitance, je ne sais pas si vous faites intervenir des prestataires extérieurs sur certaines de vos formations. Les contrats de sous-traitance, il faut qu'ils soient très exigeants aussi. La nature des travaux suivis par le stagiaire, mais ça vous le faisiez, je pense, déjà. Les deux autres documents essentiels sont le PIF, le protocole individuel de formation, qui a été abrogé, qui n'existe plus, qui n'est plus nommé dans la loi de 2014, mais qui est largement repris par un de ces décrets. Mais plus nommé. C'est-à-dire, en gros, on dit il faudra mettre tout ça sur un papier, mais ça ne s'appelle plus protocole individuel de formation. Ça vous parle, le PIF ? Oui. Donc c'est le document de référence qui, pour moi, découle de tout le travail d'évaluation en amont que vous aurez fait et de positionnement. C'est le document de référence dans le cadre de l'accompagnement et le suivi du projet. Et puis, bien sûr, ça sécurise, à minima juridiquement, mais surtout le parcours de la personne, c'est-à-dire la probabilité qu'il puisse réussir. Donc je vous ai mis tout ce que ça contient, et j'ai rajouté entre parenthèses les modalités de déroulement de l'examen. Je crois qu'il y a eu un litige sur... j'ai pas réussi, mais en même temps on m'avait pas dit comment allait se passer l'examen. Organisme de formation attaqué là-dessus. Excusez-moi, par les protocoles, non. On parlait de plan individuel de formation, c'était pas... Ouais, je me suis peut-être trompé, mais enfin c'est pif. Ce qui veut dire que ouais, c'est signé... les deux parties. Voilà, les deux parties, c'est ça qui est... À la différence de la convention qui n'est pas toujours signée avec le bénéficiaire final, le PIF, lui, est signé entre le prestataire et le bénéficiaire. L'autre formalité spécifique à la FOAD, c'est l'attestation d'assiduité. Avant, on parlait d'attestation de présence. Donc là, on n'est plus en présence, puisque ça peut être asynchrone, différé, à distance, enfin tout ce que vous voulez. Donc là, on est sur une notion d'assiduité. Je précise que quand on est sur du e-learning, les relevés de connexion ne constituent pas à eux seuls une preuve de présence. On peut être connecté et pas derrière son ordinateur. Donc ça peut faire partie d'un élément, ça peut être un élément de preuve pour la justification de la réalité du parcours et de l'assiduité, mais ça ne peut pas être isolé. Et puis, tout en bas, l'attestation de fin de formation. Notamment quand on est sur un parcours, une durée estimée. On a besoin de savoir à quel moment ça s'arrête, puisqu'on est sur une durée estimée. Là, quand on a 600 heures, qu'elles sont attestées, on sait qu'au bout de 600 heures, c'est fini. En revanche, quand on est sur un parcours plus large, et si on n'est pas sur une prise en charge horaire forfaitaire, je ne sais pas ce que le système nous permettra demain, on a besoin de savoir à quel moment c'est fini ou pas fini. Et ça, c'est l'évaluation, l'accompagnement et le suivi qui vous permettra de nous dire c'est fini, pas fini. L'attestation finale, c'est pas l'attestation de réussite. Quand vous parlez d'attestation d'assiduité, oui. Ce qui veut dire que et le formé et le formateur attestent comme quoi il y a eu un nombre d'effectuer ou quelque chose. Alors il y a plusieurs façons de l'attester. Si on est sur de la remise de travaux dirigés par exemple, de devoirs, c'est l'accompagnateur, le tuteur, le formateur qui va attester du fait que le devoir a bien été rendu, notamment. Quand on est sur l'enseignement à distance et que les gens prévoient des temps de travail personnels, bien sûr, c'est des déclarations sur l'honneur. En tout cas, on n'est plus sur une preuve isolée comme l'émargement l'était,
voilà, où l'attestation de présence l'était, on est sur un ensemble d'éléments qui constituent et qui démontrent l'assiduité de la personne dans le cadre de sa formation. Voilà. Et c'est pas obligatoirement, par exemple, un mémoire final donné, ainsi de suite, qui montre qu'il a été assidu? Ben non, ça peut pas être ça de manière isolée, en tout cas. Vous avez d'autres questions? L'attestation finale? L'attestation de fin de formation, l'attestation finale? Alors, vous savez d'autres, excusez-moi, l'attestation de fin de formation, est-ce que ça veut dire que ça pourrait être la présentation au jury final, puisque nous, il y a une certification par rapport à... Ça pourrait être... Ça peut être ça. À vous de le déterminer. Ouais. Quand on est sur une formation diplômante ou qualifiante. Le problème, encore une fois, sur la formation ouverte à distance, c'est tout ce qui n'est pas diplômant et qualifiant, et notamment, si vous êtes sur des blocs de compétences, quelles sont les modalités de validation du bloc de compétences ou de l'unité. Voilà. Bon, vous les avez déjà, mais est-ce que vous les avez pour tous les blocs? Je suis pas... Peut-être que oui, maintenant. Frédéric, tu disais la semaine dernière que c'est assez... Oui, il y a beaucoup de boulot à faire. Ouais. Alors, bon à savoir, il existe une foire aux questions sur la formation digitale qui a été créée par le Forum français de la formation digitale et qui est validée par la DGFP et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Et dont tous les OPCA s'inspirent. Donc si demain c'est plus une formation en face de vous, si c'est un autre OPCA, sachez que cette foire en question, normalement, les réponses qui sont apportées ont valeur de juge de paix. Donc je vous ai mis le lien, n'hésitez pas à aller la consulter, c'est une consultation libre après avoir entré son adresse mail et un mot de passe. En tout cas, c'est pas payant. Et puis bien sûr, tout ce qui concerne les sources juridiques habituelles, le centre info et les fiches pratiques, je vous ai mis les numéros des fiches. Est-ce que vous pratiquez le centre info? Oui? Les fiches pratiques du centre info? Non. C'est un investissement intéressant pour un MEF quand même. C'est tout le cadre réglementaire et juridique de la formation, revisité au fur et à mesure de l'évolution des textes. Moi, j'ai dit tout ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est ce que vous attendiez? Oui? Oui, alors je vais le laisser là. Hein. Je vais laisser deux pochettes. Une avec un modèle de PIF. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et puis... Et puis l'autre avec le PowerPoint. Voilà. Et plus le fait que je vais l'envoyer et puis... voilà. Oui. Je peux vous dire qu'officiellement, ça n'est pas du tout le cas par rapport à ce qui a été demandé, quels que soient les financements par rapport à des athlètes de niveau qui sont en France entière, des justificatifs de documents ou autres. On est obligé de passer par des formations nationales pour essayer de regarder un peu. Mis à part ça, sur ce plan-là, on a vraiment des difficultés à quelquefois par rapport à des athlètes, on a du présentiel et on a et on essaie de séparer ça en horaire, mais pas individualisé comme vous en avez parlé, mais quelquefois de façon plus générale. Et c'est là où se pose le problème. C'est qu'on a quelquefois des athlètes avec des compétitions internationales qui, par le calendrier international, sont changées, donc le présentiel n'est pas possible. Donc on modifie
Oui. voir de la distance pour essayer d'aller cours, et là on se retrouve dans vous n'avez pas les heures présentielles. Ouais, Et là on devient j'allais dire, d'une formation quelque part à l'heure, disparité, non. Ça dépend comment vous avez rédigé la convention en fait. Si vous avez mis un nombre d'heures, effectivement, pour payer, on va se baser sur le nombre d'heures. Et puis aujourd'hui, le souci, et puis ça dépend du public aussi. Si on est sur du contrat pro, de toute manière, le dispositif contrat pro, aujourd'hui, techniquement, ne nous permet pas de faire autrement. Donc j'entends ce que vous dites. Hein. Bien sûr que je sais bien qu'il y a des disparités de traitement, mais derrière, il faut vous rapprocher du conseiller qui est là pour faciliter les choses et pour faire comprendre, parce qu'entre celui qui conseille et celui qui fait le traitement administratif, on n'a pas toujours la même, le même niveau d'information sur le sujet. Donc c'est notre travail à nous conseiller de se rapprocher de la personne qui a refusé de payer, hein, puis de lui expliquer que c'est pas strictement, on n'est pas strictement sur du nombre d'heures. Voilà. On arrive à une solution. On a eu une réunion à Paris avec Swazik, national, voilà, oui. qui a essayé d'apporter tous les interlocuteurs qu'on peut avoir. Là, c'est bien parce qu'on est répertorié, et ça pose quand même un problème pour nous d'organisation. Ouais. C'est pour ça que je vous demandais les attestations, j'allais dire, de validité quand on certifie quelque chose. C'est vrai que pour nous, on certifie qu'il a fait ce domaine qui était présentiel. Ben, il l'a fait parce qu'il était en Australie, ainsi de suite. Il l'a fait à distance. Il a pris les documents. Et attester ça, quelquefois, bon, on se met en avant hein, pour le faire. Ben, peut-être que dans la formulation, je ne sais pas comment sont formulés vos documents, mais on doit ne pas parler de temps de présence, mais de temps d'assiduité. Enfin, c'est peut-être juste une notion. Voilà. Mais là, je m'engage. Enfin, moi, conseillère, le cas se présente à moi, c'est ce que je retiendrai, quoi. Mais encore une fois, on est sur un faisceau de preuves, j'ai envie de dire, de documents qui doivent être mis en rapport les uns avec les autres et qui permettent. Parce que l'OPCA, quand il paye, il se dit tiens, si demain je suis contrôlé par les services de l'État, ce qui arrive quand même assez fréquemment, est-ce qu'on va me redresser si je paye? Voilà. Donc on est là-dessus. Voilà. Oui. Alors moi j'accompagne un public de joueurs de rugby professionnels qui sont salariés de notre club qui ont plus de 50 salariés. Jusqu'à maintenant j'en ai accompagné pas mal sur des CIF hors temps de travail. Du coup là si on passe ça bien CPF, si j'ai bien suivi, ce sera le volume, l'argent qu'ils auront cotisé qui plafonne à 5 000 €. Donc là j'en ai un qui vient de récupérer 12 000 € pour une formation sur 2 ans d'une école de commerce. C'est fini. Non, je sais pas. Voilà. Vu la manière dont ça s'annonce, j'ai envie de dire, c'est plus ça en tout cas. Il faut trouver le nouveau montage financier. Oui. Ok, jusqu'ici il n'y avait pas de montage, puisque ni le CIF ni formation. Là, c'est un montage financier le CIF. Oui, mais du coup c'était simple. Ah oui, on est d'accord. On pouvait aller, il n'y avait pas de limite au niveau budgétaire sur le montant. Là, si on va sur le CPF, si le joueur il a 500 € ou 1500. Il y aura d'autant moins de montage financier que ça nous échappe totalement le CPF hors temps de travail. C'est-à-dire qu'avant, on arrivait, quand un dispositif ne suffisait pas, on essayait de combiner, quand la loi nous le permettait, de combiner plusieurs dispositifs. Là, demain, les dispositifs, leur gestion est éclatée. Donc, je ne sais pas vous répondre. Donc, ça sera vraisemblablement sur les OF que cette fonction de montage, non, un peu sur tout le monde, j'ai envie de dire. Hein. Chacun a son niveau de responsabilité. Ça sera surtout le conseiller en évolution professionnelle. Oui. Mais le conseiller en évolution professionnelle, encore une fois, il est aussi, lui, largement impacté par la réforme, puisqu'on parle d'opérateurs privés. Choisis par chacune des régions, puisque c'est la région qui a la compétence sur le service public régional d'orientation. Donc les régions choisiraient leurs opérateurs compétences parmi les opérateurs nationaux toujours prévus dans le cadre de la loi, que sont les missions locales, Pôle emploi, APEC, Cap emploi. En revanche, les OPACIF disparaissent. Pourquoi? Parce que le CIF disparaît, donc plus de CIF, plus d'OPACIF. Donc plus d'OPACIF, plus d'opérateurs désignés. Alors, les fonds GESIF se posent quand même beaucoup de questions, parce que c'était leur rôle unique, enfin le CIF, donc voilà. Le congé en général, pas que le CIF. Voilà, mais oui, il y a deux opérateurs privés qui sont dans les starting blocks là.
terme qui fait un petit peu peur, c'est acheter. Acheter de la formation. Et au-delà de la FOAD, hein, vous nous avez dit qu'il y avait toujours une évaluation à faire en amont de l'apprenant, évaluation qui est quand même assez importante, hein, plusieurs critères. Et après, on peut en faire ce qu'on en veut de cette évaluation. Est-ce que les OPCA, dans leurs nouvelles compétences, vont être vigilants dans l'attribution effectivement des fameuses labellisations, normes, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça ne relèvera pas des OPCA. Ça relèvera pas des enfin, des OPCO, ou des, je ne sais pas comment on les appelle. Oui, c'est vrai que j'en ai parlé en off tout à l'heure, mais j'en ai pas parlé. Le Datadoc n'était que la première marche vers l'obligation d'avoir une certification autre, c'est-à-dire AFNOR, ISO, OPQF, on ne sait pas, vraisemblablement non, mais en tout cas ce ne sont pas les OPCA qui vont décider, c'est France Compétences. France Compétences, c'est la fusion du FPSPP, du CNEFOP et du COPANEF. Ils ont bien fait. Je sais pas. On verra. L'avenir nous le dira. Oui, en tout état de cause, il y a un intérêt quand même à veiller à ce que ce soit, je dirais, bien fait, pour dire tout simplement bien fait, quoi. Cette phase d'évaluation, puisque vous parliez aussi de sortie de formation et de nécessité pratiquement à amener l'apprenant à la réussite. On peut aller très très vite vers le bas, c'est-à-dire une mauvaise évaluation de départ, un mauvais candidat et une facilitation à sortir avec le diplôme quand même. Ouais. Donc c'est ce qui m'inquiète. Ouais, je suis d'accord. Sur certains publics en tout cas, ceux qui seront à signer avec vous des obligations de résultat. Après vous pouvez peut-être avoir une posture d'OF qui est de dire nous on ne signe pas ce type de contrat, quoi. Tout à fait. Après vous avez aussi des représentants au niveau national, les formations, peut-être qu'il y a des postures déontologiques à prendre à un niveau national chez vous, hein. Mais bon, oui. Est-ce que vous savez s'il y a prévu une digitalisation des retours des présences ou de l'attestation des présences en formation? Parce que là, pour l'instant, une formation, c'est encore du papier. Avec une plateforme. Je ne sais pas vous répondre. Je sais d'autant moins vous répondre que tous nos développements informatiques sont un peu mis en stand-by quand même. Non, je ne sais pas vous répondre. Je ne vais pas prendre. Je ne peux pas répondre à la place des responsables nationaux là-dessus. Ce serait bien, ce serait le sens du vent quand même. Déjà, on dématérialise là au 2 mai la demande d'aide financière. Aujourd'hui, elle était saisie en ligne et il fallait l'imprimer et l'envoyer. Demain, le 2 mai, c'est tout transmis, télétransmis. Vous voyez, on avance quand même. Mais on est là sur des développements informatiques qui étaient déjà prévus avant. D'autres questions? Le tour des incertitudes. Je suis désolée. Merci à vous. Merci. C'est ce que tu veux attendre. Je pense que c'était pas très intéressant de dire non, 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 mais c'est des choses qui étaient intéressantes aussi. Merci. En fait, il y a pas un document dedans. D'accord. Il y en a pas. C'est mieux tout le monde. Pour les activités, donc, là, ça me dit, là. Guillaume, tu avais dit toi 1 heure, ça irait l'activité déjà, tu disais. Voilà, c'est tout le monde. On a dit Donc, il y en a aussi. On peut dire 14h30, Guillaume. Rendez-vous, il faut pas aller chercher les actes. Comment vous avez les prestations? Rendez-vous Ah oui, mais c'est un cadre. bah, pas tout de suite, non. Je vais créer des choses, mais bientôt. Ok.
On se retrouve dans le haut, là, peut-être c'est plus simple, je te remercie. Ceux qui vont, fitness, c'est simple, on va dans une salle. Je ne sais pas qui vient, parmi tous de cette question. Et puis, ceux qui vont à Dijon, il y en a parmi vous? Michel. Je ne sais pas comment faire pour l'instant, si vous voulez, parce que j'avais prévu de venir avec vous et a priori, je dois présider le jury des parcours. Il y a bien prévu et avancé. Je vais voir, on va se retrouver. Merci.